Alors, monsieur Jean-François Chambon, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, vous êtes directeur de communication à l'Institut Pasteur, c'est exact? oui, c'est cela. Alors, si je vous ai demandé cette interview, ben, c'était pour nous parler un petit peu des théories du complot qui ont pu viser votre institut. Alors, qu'est-ce que c'est en fait l'Institut Pasteur? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'Institut Pasteur? Quelles sont vos activités? L'Institut Pasteur est un institut, donc c'est une fondation privée à but non lucratif, qui est en fait un institut de recherche dans le domaine biomédical et qui fait partie du petit groupe de très grandes institutions de recherche dans le domaine biomédical au niveau mondial. C'est un institut qui a été créé par, comme son nom l'indique, Louis Pasteur, il y a un peu plus de 130 ans, en 1888. Et il a été créé par Louis Pasteur suite aux travaux qu'il a à sa découverte en fait du vaccin contre la rage. Et à ce moment-là, il travaillait à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, et il y a eu un afflux de personnes mordues qui voulaient se faire vacciner. Et c'était vraiment plus possible de le faire rue d'Ulm à l'école normale supérieure. Et donc, il y a eu une souscription publique qui a été lancée et qui a permis de collecter beaucoup d'argent pour donner à Louis Pasteur les moyens d'avoir un institut où il puisse travailler. Et il a fixé à ce moment-là trois grandes missions. La recherche, la santé, et notamment la santé publique, et puis la formation des futurs chercheurs. Ces trois missions, c'est toujours les missions de l'Institut Pasteur. Donc on mène des recherches dans le domaine biomédical dans énormément de disciplines, une quinzaine à peu près de disciplines. C'est un institut très multidisciplinaire et interdisciplinaire. Euh, on mène beaucoup d'activités de santé publique, de surveillance, de veille sanitaire, d'alerte. Et à l'Institut Pasteur sont situés un très grand nombre de ce qu'on appelle centres nationaux de référence ou centres collaborateurs OMS dans beaucoup de maladies infectieuses. Et puis, c'est aussi la formation des doctorants et des post-doctorants. C'est une formation de troisième cycle, post-universitaire souvent, pour former les futurs chercheurs. Je rajouterai juste un point, c'est que pour Pasteur, il y avait pas recherche fondamentale et recherche appliquée. Pour lui, deux composantes de la recherche qui étaient liées entre elles, comme le fruit est lié à l'arbre, vous voyez, c'était son expression. Et donc on fait de la recherche dite fondamentale, c'est-à-dire une recherche pour acquérir des connaissances, mais on fait aussi de la recherche appliquée dans l'objectif de produire des innovations dans la santé, dans le domaine du diagnostic, de la thérapeutique et des vaccins. Et ça, c'est une grande spécificité de l'Institut Pasteur. Alors s'agissant des théories du complot qui ont pu un petit peu émerger pendant la crise du coronavirus, à quel moment vous avez entendu parler de la théorie du complot, notamment qui visait l'Institut Pasteur, qui disait que ça serait lui qui aurait inventé le virus ou qui l'aurait inventé en collaboration avec les Chinois, par exemple. À partir de quel moment vous avez été mis au courant? Comment vous l'avez appris? Donc nous, on a été mobilisés très rapidement, hein, dès le tout début du mois de janvier 2020. Beaucoup de chercheurs à l'Institut Pasteur se sont mobilisés. Et c'est normal puisqu'il y a une grande spécificité à Pasteur autour des maladies infectieuses. Et un de nos axes scientifiques prioritaires, c'est la lutte contre les maladies émergentes, contre les nouvelles maladies. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé historiquement, déjà contre la première épidémie de coronavirus, SARS-CoV-1 en 2004, mais aussi on s'est beaucoup investi dans les recherches sur Ebola, Zika, chikungunya, fièvre de Lassa, West Nile virus. Donc, bon, certaines sont très connues, d'autres moins, mais voilà, il y a une grande spécificité dans la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Ce qui fait qu'on s'est mobilisé dès les tout débuts janvier, à la fois en sciences et aussi en communication, en fait, parce qu'on a été énormément sollicité. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de chercheurs dans plein de disciplines différentes à Pasteur. Et on a des relations avec la presse qui sont relativement étroites parce que les médias viennent souvent chercher à l'Institut Pasteur des experts qui puissent être référents dans beaucoup de domaines. Donc on a développé aussi une communication très tôt,
on a publié sur notre site web beaucoup d'informations très tôt dans l'épidémie. Dès le mois de janvier-février, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux beaucoup de désinformation en fait, ou en tout cas beaucoup d'informations fausses. Donc très rapidement, on a développé sur notre site web une page déjà qui pourrait s'apparenter à une page de fact-checking, qui essayait de mettre en garde contre certaines informations qui étaient fausses. Et ce que vous évoquez, donc jusque-là, on n'était pas dans des démarches de type complotiste, enfin en tout cas dans des... Ce que vous évoquez, en fait, c'est une vidéo qu'on a découvert un matin, en mars dernier, qui était effectivement une vidéo assez longue, 25 minutes, qui développait une thèse mettant en cause directement l'Institut Pasteur, et en racontant en fait une histoire à partir de quelque chose qui était vrai, qui était un brevet, une déclaration d'invention qu'on avait fait en 2004, à l'occasion des recherches, comme je l'évoquais, sur ce premier coronavirus, SARS-CoV-1. Et quand on avait fait ces recherches, on avait fait des découvertes, et quand on fait des découvertes, on fait des déclarations d'invention. Ça ne veut pas dire qu'on découvre un virus, ça veut dire qu'on découvre des caractéristiques ou des explications, des données concernant ce virus qui pourraient être utiles après pour développer des traitements ou des vaccins. Et donc, il se servait de cette déclaration d'invention qui existe vraiment, qui est un fait réel, signé Institut Pasteur et de plusieurs chercheurs de l'Institut Pasteur, en alléguant que c'était en fait la déclaration d'invention par l'Institut Pasteur de ce coronavirus responsable de cette épidémie de Covid-19. Et c'est là où on a réagi très fortement, puisque on a un matin, la vidéo avait diffusé à bas bruit dans les 24-48 heures précédentes, dans des réseaux plutôt privés, et donc on n'avait pas eu accès à cette information. Et quand on l'a découvert le matin, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une énorme diffusion de cette vidéo. Donc là, on était, j'ai plus la date en tête, je crois que c'était le 16 mars, je ne suis plus tout à fait sûr. Ça remonte à presque un an. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, on s'est mobilisé très rapidement à partir de ce moment-là pour répondre à cette vidéo. D'accord, oui, j'avais fait une vidéo moi-même sur cette personne et effectivement, et sur cette théorie qu'il avait évoquée par rapport au brevet d'invention. C'est une occasion de rappeler au passage que, évidemment, invention, ça vient du mot latin qui veut dire trouver, en fait, et non pas forcément inventer une nouvelle chose comme ça. Donc ça ne voulait pas forcément dire que vous aviez inventé le virus, bien sûr. J'ai vu que vous aviez attaqué en justice cette personne. Donc est-ce que, du coup, il y aura toujours... Enfin, est-ce que c'est un petit peu votre stratégie, du coup, pour répondre à ces fake news maintenant, avec un volet répression et un volet pédagogique d'explication peut-être sur votre site en parallèle de ce qui est faux, avec la page sur le fact-checking, par exemple? Oui et non. La première chose qu'on a fait avant de porter plainte, et j'y reviendrai sur la plainte si vous voulez, c'est de répondre, parce que les propos étaient quand même extrêmement faux, enfin tout à fait faux, et la critique était très virulente, et les accusations étaient très directes, nominatives pour certaines d'entre elles, puisque la page de déclaration d'invention a été montrée dans cette vidéo avec le nom des chercheurs qui étaient à l'origine de cette invention. Et la diffamation était caractérisée. Donc on a et on répond pas forcément à toutes les vidéos qui circulent et à toutes les informations qui circulent. On a pensé qu'il fallait absolument le faire compte tenu des caractéristiques que je viens de décrire de la vidéo d'une part, et de sa diffusion extrêmement rapide et assez massive d'autre part. Du coup, on s'est mobilisé très vite, dès le matin,
et on a surtout, dans un premier temps, essayé de rétablir la vérité. Et donc de dénoncer ces attaques et ces calomnies. Euh, et on a fait notre propre communication à ce moment-là, je pourrais y revenir si vous voulez, de façon assez forte et en utilisant tous les moyens de communication qu'on peut avoir. Et puis aussi, on l'a fait savoir et on a eu beaucoup d'interactions avec beaucoup de médias, beaucoup de services de fact-checking pour réfuter ces informations, ce qu'on a fait. Le problème qui s'est posé, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que d'une part, il y avait un certain nombre d'accusations nominatives, et d'autre part, cette vidéo a été suivie des faits, puisque on a reçu à l'Institut Pasteur, où certains des scientifiques qui étaient mis en cause, et des attaques, des relais de cette information, des appels agressifs, des injures, des tags sur les murs de l'Institut Pasteur, des personnes qui se sont présentées à l'accueil de l'Institut Pasteur et qui ont repris ces propos. Certains scientifiques ont reçu des coups de fil sur leur portable personnel avec des messages là aussi très agressifs. Et donc il y avait une menace sur les personnes. Ça a entraîné une réelle déstabilisation de ces personnels-là. Les scientifiques, ils font souvent ce métier-là par conviction profonde, humaniste, altruiste. Ils sont d'ailleurs souvent reconnus et félicités pour cet engagement. La science, c'est une passion. Hein. Arriver à être chercheur dans un institut comme l'Institut Pasteur, ça demande un travail considérable et un engagement considérable. Et donc, ça a été très, très mal vécu par un certain nombre de personnes. Et donc, on a pensé à ce moment-là, et pour la première fois dans l'histoire de l'Institut Pasteur, plus de 130 ans, qu'il était effectivement nécessaire, au-delà de la réfutation de cette vidéo, qu'on porte plainte pour diffamation, de manière à être vraiment très ferme et très clair sur la vérité, en fait, hein, et le fait que nous n'étions pas à l'origine de l'invention de ce virus qui crée cette épidémie, qui est probablement l'épidémie du siècle. Et donc, on a porté plainte pour ça. Quand vous dites répression, pour moi, ça n'a pas été une répression. D'ailleurs, on a donné le franc symbolique, donc on n'a pas demandé de sanctions particulières. On a demandé communication de ce jugement, mais on n'a pas demandé de pénalité particulière, ce qu'on aurait été en droit de faire. Oui, vous parlez des dommages et intérêts, j'imagine, pendant la procédure judiciaire, que vous avez gagné, je Exactement, crois. oui. On a gagné en première instance et la personne a été effectivement condamnée pour diffamation. D'accord. Alors justement, ça tombe bien que vous parliez des menaces, de tous ces appels malveillants, etc. Euh, c'est justement ma question d'après, ça tombe bien. Je me demandais effectivement si ça avait vraiment perturbé l'activité de votre institut, si il y avait eu des conséquences, voilà, à la fois pour l'institut et pour les collaborateurs, quoi, pour les personnes qui y travaillent. Donc c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus sur ces conséquences-là. Oui, ben, j'ai déjà un petit peu évoqué, mais je peux y revenir. Effectivement, ça a été très déstabilisant. D'abord, dans un premier temps, ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie de réfuter les thèses qui figuraient dans cette vidéo. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a eu des attaques plus directes, il y a eu des relais, et certaines personnes, de toute évidence, ont fait leur les théories qui étaient dans cette vidéo et donc ont agi contre l'Institut Pasteur, comme je vous l'ai dit encore une fois, au niveau des accueils, au niveau des scientifiques, au niveau des bâtiments. Donc tout ça est très déstabilisant. Certains chercheurs ont été
particulièrement déstabilisés. Ça, après, dépend de la sensibilité individuelle, mais bien entendu que les personnes ne sont pas... c'est pas des soldats du GIGN, les chercheurs, ils ne sont pas entraînés pour résister à des agressions de ce type-là. Ils ne sont pas préparés non plus à ça, donc ils ont été assez profondément déstabilisés. Au-delà de ça, il y a aussi les effets induits qu'on ne perçoit pas. Quand on regarde les discussions sur les réseaux sociaux, cette théorie a été adoptée par d'autres personnes, en tout cas reprise par d'autres personnes, puisqu'il y a eu d'autres vidéos qui ont été faites après, et qui reprenaient cette thèse-là, et cette idée que l'Institut Pasteur pourrait être, ou serait, ou est à l'origine du virus, ou qu'il a été inventé par des chercheurs de l'Institut Pasteur, c'est une idée qu'on a retrouvée ensuite dans d'autres communications qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Et donc, en termes d'image et de réputation pour l'Institut Pasteur, c'est extrêmement délétère. Or, cette image, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que, comme je vous l'ai dit en début d'entretien, nous sommes une fondation privée à but non lucratif, et une partie significative de notre budget est assurée par la générosité du public, le don, le mécénat, les legs que peuvent faire les particuliers ou les entreprises. Et donc, ce qui nuit à tort à notre réputation peut avoir aussi des effets négatifs par rapport à la bienveillance et au soutien qu'on voudrait apporter à l'Institut Pasteur. Bien sûr. Du coup, alors, sans rentrer du coup dans la théorie du complot par rapport au labo P4 de Wuhan, en fait, c'était quoi la nature de cette collaboration, tout simplement Ah, c'est une bonne question. L'Institut Pasteur dont je vous parle, c'est l'Institut Pasteur de Paris. Oui. Mais depuis l'origine, l'utopie pasteurienne, c'était la science au service de la santé pour tous, partout dans le monde. Je dis l'utopie parce que d'abord, c'est à la fin du 19e siècle où on aimait bien les utopies. Et en même temps, c'est à la fois un magnifique objectif et en même temps, vous l'entendez, évidemment, c'est quelque chose de très difficile, la science au service de tous, partout dans le monde. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des instituts Pasteur qui se sont créés dans différents endroits du monde, quasiment en même temps que la création de l'Institut Pasteur à Paris, ou depuis la création de l'Institut Pasteur à Paris. Et il y a des instituts Pasteur dans 32 pays aujourd'hui. Pardon, il y a 32 instituts Pasteur dans 16 pays aujourd'hui, sur les 5 continents. Donc il y a vraiment une grande diffusion. Il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, les autorités chinoises ont souhaité développer des activités scientifiques sur le territoire national chinois, de manière à eux-mêmes pouvoir développer des activités destinées à lutter contre les maladies infectieuses dans leur pays. Et à ce moment-là, il y a eu un accord qui a été fait de coopération au niveau politique avec la France, avec 2 composantes. La première qui était la création d'un Institut Pasteur à Shanghai, et la deuxième qui était la création de ce laboratoire P4 à Wuhan. Donc l'Institut Pasteur Paris a été impliqué dans la création de cet Institut Pasteur à Shanghai, qui existe aujourd'hui. Shanghai, c'est très très loin de Wuhan, hein, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Et par ailleurs, le gouvernement français il y a eu des coopérations qui se sont faites pour permettre la création de ce laboratoire P4 à Wuhan. L'Institut Pasteur n'a jamais été impliqué sur ce volet-là de la coopération. D'accord. Ce n'est pas l'Institut Pasteur qui a coopéré avec les autorités chinoises pour la création de cet Institut Pasteur, de ce P4 à Wuhan. Nous, on a travaillé avec les Chinois pour créer l'Institut Pasteur à Shanghai. Et il y a eu, et ça s'inscrivait, on va dire, dans un programme de coopération gouvernementale entre les autorités françaises et les autorités chinoises.
mais l'Institut Pasteur n'a été qu'un acteur dédié à ce programme avec Shanghai, qu'on continue à développer. Pour finir, j'aurais bien aimé que vous me disiez, vous, votre ressenti, en fait, par rapport à toutes ces théories complotistes qui peuvent se propager, qui peuvent se diffuser. Si vous pouviez dire quelque chose aux complotistes, là, enfin, ou aux personnes en tout cas, hein, c'est pas forcément des complotistes très engagés, mais disons au moins, voilà, si vous pouviez dire quelque chose aux personnes qui doutent, sur internet, qui se posent des questions, qui doutent de votre sincérité éventuellement, ou qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en fait, tout simplement à ces personnes? Alors, ce que j'aimerais leur dire, c'est que l'information scientifique n'a jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, été aussi accessible qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accès à l'information scientifique est extrêmement facile euh, euh, et coûte pas très cher. Certaines informations coûtent un peu parce qu'il faut prendre des abonnements sur les journaux, mais n'importe qui peut s'abonner à n'importe quelle revue scientifique et avoir accès à tous les datas. N'importe qui peut aller sur PubMed et faire une revue de tous les articles publiés avec un outil de triage extrêmement innovant. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était il y a assez longtemps, dans les années 80. Voilà, pour accéder à l'information, il fallait aller dans des bibliothèques, il fallait avoir des cartes accéder à ces bibliothèques, il fallait trier dans les revues, il fallait faire des photocopies, il fallait payer les photocopies, il fallait... Bon, bien sûr, il y a un vocabulaire scientifique, bien sûr, c'est pas simple, bien sûr, c'est compliqué, mais une chose est sûre, c'est que jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, l'information scientifique n'a été aussi accessible. Alors, il reste bien sûr la barrière de la connaissance et de la compréhension. Ça demande un peu de travail pour comprendre cette information. J'ai été militant dans des associations de lutte contre le sida, Arcade Sida. J'ai vu des gens qui n'étaient pas des experts, qui n'étaient pas des scientifiques, se former pour comprendre les articles scientifiques, pour savoir lire et pour acquérir un discernement par rapport à l'information scientifique. Ensuite, tous les organismes de recherche, et notamment l'Institut Pasteur, ont fait beaucoup de communication pour le grand public. C'est plus d'ailleurs de la médiation scientifique qu'on fait finalement que de la communication. Vous allez sur notre site web, vous allez trouver énormément d'informations qui sont faites pour un public qui souhaite s'informer, qui n'est pas forcément un spécialiste de la recherche ou de la médecine ou de la science. Et vous allez sur un site comme celui-là, et je ne fais pas de la pub pour l'Institut Pasteur, vous pouvez aller sur le site de l'INSERM, le site du CNRS, le site d'autres organismes de recherche. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez aller sur des sites de centres internationaux de recherche, et vous allez trouver beaucoup d'informations scientifiques. Je comprends très bien que dans un contexte de doute, dans un contexte de manque de confiance, parfois à juste titre, vis-à-vis des autorités, des institutions, de l'information officielle, on puisse douter. Mais dans ces cas-là, la meilleure façon, c'est d'essayer de se faire sa propre opinion en allant chercher une information. Il n'était pas du tout difficile, face à cette vidéo complotiste et face à cette thèse, d'aller sur le site de Pasteur. Le matin même, vous aviez un décryptage de cette information avec une explication et avec les articles de référence, c'est très important, référencés dans ces articles, vous permettant d'aller à l'information source. En fait, il faut aller à l'information source, il faut chercher la source de l'information, et si c'est la science qui nous intéresse, alors il faut faire un petit travail d'auto-formation pour au moins avoir quelques outils de compréhension, de lecture de cette communication scientifique. Mais cette communication n'a jamais été aussi accessible, je le redis, et ça je trouve que c'est un grand progrès, c'est une forme de démocratisation de la science et de la connaissance, et que le plus difficile aujourd'hui, c'est peut-être de faire le tri. C'est pas d'accéder à l'information, c'est de faire le tri.
Et du coup, ne prenons pas la première interprétation qu'on nous donne comme la bonne, jamais, même celle de Pasteur. Hein, je ne demande pas de certificat de crédibilité automatique. Allez chercher l'information source, questionnez, challengez, critiquez constructivement et faites-vous votre opinion. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que ça, c'est un message qu'on essaye de beaucoup faire passer, moi aussi sur ma chaîne YouTube, hein, d'aller chercher l'information à la source, de trier les informations. Et ben, en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu vous parler, d'avoir eu votre ressenti, votre retour sur tout qui avait pu se passer. En plus, on est avec un recul de quelques mois là maintenant, et donc c'est. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Eh ben, c'était un plaisir, je vous remercie. Et puis, rendez-vous dans 6 mois pour voir comment on a avancé sur ce sujet-là, qui est un sujet compliqué et l'épidémie donne beaucoup à réfléchir par rapport à ça, je trouve. Oula, c'est sûr, ça a fait vraiment grandir énormément les doutes de la population par rapport à plein de choses, et c'est vraiment un challenge nouveau qui s'offre à nous là, c'est sûr. Oui, mais en même temps, ça a fait aussi grandir beaucoup l'intérêt. Je pense que jamais autant le public s'est intéressé à la science, à la recherche, à la médecine. Et si vous me permettez un dernier message, Bien sûr. La science a apporté une contribution incroyable, incroyable, inédite, jamais égalée dans l'histoire pour répondre à cette épidémie. Jamais, 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 jamais. Et moi, je fais souvent un parallèle avec l'épidémie d'infection par le VIH et le sida, que je connais bien, parce que j'ai commencé à m'occuper de sida en 1985, donc au tout début de l'épidémie. Dans l'épidémie de sida, elle est apparue en 80. On a compris son origine virale en 83, avec les travaux de l'Institut Pasteur d'ailleurs. On a mis au point un test diagnostique en 85. À l'époque, c'était un test de sérologie. On n'avait pas les PCR, on n'avait pas les dosages, qui sont apparus beaucoup plus tard dans l'histoire des sciences, en 95, 10 ans après. Et on a eu un premier traitement en 87. C'est-à-dire qu'entre l'émergence de l'épidémie et la capacité de faire un test de sérologie, il a fallu 4 ans et demi de travail scientifique. Là, l'épidémie a été annoncée par les autorités chinoises le 31 janvier. Et nous, à Pasteur, alors d'autres ont fait des travaux, hein, mais les Chinois ont publié la séquence du virus, donc son origine virale et la séquence, et qui a permis d'ailleurs de lancer les travaux de recherche, de traitement et de vaccins dès le 10 janvier. À l'Institut Pasteur, on a confirmé les premiers cas en France avec un test diagnostique le 24 janvier. On a isolé, séquencé le virus qui circulait en France et on l'a communiqué le 31 janvier. C'est-à-dire que pour le virus du sida, ça s'est passé entre 1980 et 1985. Ça a pris 5 ans, 4 ans et demi. Et pour cette épidémie-là, ça s'est passé entre le 31 décembre et le 25 janvier, c'est-à-dire 4 semaines. Et donc, si ça ne montre pas à quel point la science a progressé et à quel point la science contribue à la réponse, vous rajoutez à ça la mise au point d'un vaccin en l'espace d'1 an, ce qui, là aussi, est totalement inédit. Jamais on n'a été capable de mettre au point un vaccin en l'espace d'1 an pour aucune maladie infectieuse dans toute l'histoire de la science et de la médecine. Donc, je ne dis pas que la science est toujours bonne et je ne dis pas que la science a toujours des succès. Mais globalement, la communauté scientifique a incroyablement contribué à la lutte contre cette épidémie. Et on vous souhaite de continuer à le faire et dans les meilleures conditions possibles en tout cas. Merci beaucoup. Et voilà, je pense qu'il a plutôt bien résumé en fait le ressenti de pas mal d'entre nous hein, par rapport à toutes ces fake news et ces théories du complot qui se propagent partout sur internet. Faut vraiment avoir conscience que ça a des conséquences réelles sur les personnes. On n'est pas juste en train de parler de la liberté des gens à croire en ce qu'ils veulent. Bien sûr, ils peuvent croire dans les théories du complot qu'ils veulent, et c'est pas vraiment ça en fait le problème qu'on a avec les théories du complot. Que les gens croient ce qu'ils veulent, ça c'est une chose. Mais quand vous avez des théories du complot qui vous disent que telle ou telle personne est responsable de pandémies, voilà, de virus mortels, de la mort de personnes, du viol d'enfants, je ne sais pas, enfin, de plein de choses comme ça, et ben les personnes qui vont croire à ces théories-là
vont possiblement être dangereuses, puisqu'en fait elles peuvent s'imaginer qu'en tuant ces personnes qui sont désignées comme les coupables, en les éliminant, en les menaçant, je ne sais pas, et ben elles peuvent mettre fin au problème. Voilà, si on vient dire que les chercheurs de l'Institut Pasteur créent un virus mortel, évidemment ça va être dangereux pour eux, puisque des gens vont s'imaginer qu'il suffit d'éliminer les chercheurs de l'Institut Pasteur pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, ces théories du complot, elles sont pas seulement des choses un petit peu, voilà, c'est pas seulement de la culture pop un petit peu rigolote, il y a des vraies conséquences derrière, c'est contre ces conséquences-là qu'il faut, c'est pour ces conséquences qu'il faut s'inquiéter, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, donc je suis vraiment content d'avoir eu le retour de cette personne de l'Institut Pasteur pour nous en parler. Là, avec déjà un recul de plusieurs mois, on voit que ça a laissé des traces, et que ça en laissera pour d'autres personnes à l'avenir. Et donc faut pas rigoler sur ces questions. Il y a certains qui font de ces questions scientifiques des questions politiques alors que ça n'a rien à voir. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir retrouver la raison. Merci en tout cas d'avoir suivi cette interview sur ma chaîne, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du Débunker des étoiles.